C'est le premier épisode du mois de juin, je dis pas de bêtises. Premier épisode du mois de juin qui va conclure cette saison. Et donc on arrive tout doucement à la période estivale où on vous a quand même préparé 2-3 petites choses. On sera encore présent cet été, comme on l'a été les 2 étés précédents d'ailleurs. Bonjour Sébastien qui nous a rejoint cette semaine. Bonjour Aurélien qui nous rejoint également cette semaine pour l'épisode 357. Un épisode qui aura évidemment son bonus. Comme chaque semaine, vous le savez, on a toujours des trucs en plus à dire. Et donc vous aurez accès au bonus très bientôt, si ce n'est déjà le cas. Tout dépend un petit peu à quel moment vous écoutez cet épisode 357 ou que vous le regardez d'ailleurs, puisque je le rappelle, nos épisodes sont filmés. Vous pouvez nous voir également sur YouTube. Est-ce que j'ai tout dit ? Je pense que oui, et que donc on va pouvoir directement attaquer notre abécédaire. Il y a du taf, il y a des trucs, il y a des sujets. On va quand même éviter le sujet de la semaine, quelque part. J'ai remarqué ça, mais c'est pas grave, oui. Puisqu'il y avait une keynote Apple, parce que c'était l'ouverture de la WWDC, et aucun des chroniqueurs n'a désiré attaquer le sujet. On peut le comprendre, et même le justifier, dans le sens où je pense que tous les Apple addicts, dont je fais partie d'ailleurs, se sont déjà largement documentés sur des chaînes spécialisées ou pas, ou sur des sites spécialisés ou pas, et ont déjà leur petite opinion ou pas, et que je vois pas très très bien en quoi la nôtre pourrait rajouter quoi que ce soit, si ce n'est peut-être vous confirmer ce que vous pensiez déjà. Donc voilà, on va dire qu'on est d'accord avec vous tous. Aurélien avait levé le pouce. Oui, puis on pouvait pas y aller, c'était férié lundi, donc nous... On ne pouvait pas y aller lundi, c'était férié, effectivement. Mais voilà, donc comme ça, vous connaissez notre point de vue. On n'est pas obligé de parler de tout ce que les marques sortent. Par exemple, le nouvel aspirateur Dyson, on n'a pas fait de keynote pour. Et on n'a pas fait de suivi de keynote. D'ailleurs, je vais t'en parler. J'ai un aspirateur ici. Voilà. Tout ça pour dire que ce sont des produits comme les autres, et si on ne les fait pas pour les uns, pourquoi le faire pour ceux-là ? Voilà qui est dit, on passe à notre abécédaire. Et on commence avec la lettre A comme autonomie, Aurélien. On parle d'autonomie, l'autonomie record d'un vélo à assistance électrique qui a parcouru ou qui parcourt et qui n'est pas capable de parcourir un grand nombre de kilomètres manifestement. Oui, alors c'est une marque américaine, OptiBike, qui se fait un petit coup de com', soyons clairs, avec un titre très accrocheur. Après, on va en discuter. Puisqu'elle propose un vélo à assistance électrique qui aurait plus d'autonomie qu'une voiture électrique, c'est-à-dire qui dépasserait la barre des 500 km d'autonomie, ce qui est du jamais vu, assez énorme. Mmh. Alors, je vais tout de suite casser le rêve de tout le monde. Ce vélo, ça m'étonnerait que vous le payiez, parce que ça coûte plus de $17 000 à l'achat. Ah ben voilà, déjà, c'est le prix d'une voiture à essence. déjà, ça, voilà. Mais bon, ouais. En tous les cas, c'est intéressant parce que c'est un peu un ovni dans le monde du VAE, ce modèle, donc le modèle R22 Everest, il est capable de rouler pendant 500 km. Alors, si vous lisez bien l'article, on vous dit « Oui, mais il faut peser moins de 72,5 kg, il faut rouler à moins de 25 km/h alors que le vélo peut aller beaucoup plus vite, et il faut utiliser l'assistance électrique sur son faible niveau. » Bon, déjà, voilà, ça met un peu moins de... Enfin, ils ont bien compris, en tout cas, le mode de communication de l'industrie automobile depuis des décennies. Hein. C'est-à-dire que sur les... voilà. Il y a un pack de batterie en option que tu dois tirer avec ton vélo. Oui, c'est pour ça la remorque. Okay. Non, donc il y a deux. Non, c'est intéressant. Il y a deux batteries. Vous pouvez en mettre une ou l'autre. Enfin, vous pouvez en mettre deux pour un total de 3260 Wh. Donc 3 kWh. Ouais. Là où un VAE normal, on va dire même des cargos, on a des batteries à 500 Wh. Ouais. Mais pas. Des fois sur des cargos, il y a un système Bosch avec 2 batteries à 500 Wh, mais ça va rarement plus loin. Là, on a l'équivalent de 6 fois plus. Alors, juste pour se donner des ordres de grandeur et avoir des notions physiques, là, on parle de 3 kWh. Faut savoir qu'une Tesla, pour le même, grosso modo, la même durée la même autonomie, embarque 55-60 kWh. Donc il y a encore un facteur 20 là qui se balade en termes de masse. Alors, justement, c'est un vélo qui est fait pour les gens qui feront de la randonnée à vélo, du vélo camping. On dit bien que voilà, avec un
un tel monstre, vous pouvez tracter une remorque chargée avec une tente, tout ce qu'il vous faut pour faire du camping. Bon, les données sont assez folles, hein, 190 Nm de couple, 16 kg de batterie, 42 kg le vélo. Ah oui, quand voilà, même. Faut pas être tombé en panne de batterie parce que à la force humaine, ça va être un peu compliqué. Le moteur est capable de développer 1700 watts en continu. Tu tombes en panne, il faut une dépanneuse. C'est un peu ça, ouais. 2500 watts en pic. Et alors, ici, il y a des choses intéressantes quand même. Deux points intéressants. La première, alors tout ça serait complètement interdit en France, hein, soyons clairs, parce que je vous rappelle qu'en France, on est limité à 25 km/h, 250 watts, c'est que de l'assistance. Alors, premier point là, c'est que déjà, vous avez un mode accélérateur, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir quasiment comme une moto sans toucher les pédales. Ah oui, si vous êtes dans un terrain rocailleux compliqué, avec une traction compliquée, vous avez un mode accélérateur. Et puis ce qui est aussi intéressant, et ce qui contribue aussi largement au prix, c'est que d'un point de vue mécanique, ils ont simplifié énormément les choses. Vous avez donc, comme sur tous les VAE, vous avez un monoplateau maintenant, donc il n'y a plus du tout de dérailleur avant. Et vous n'avez pas non plus de dérailleur arrière, puisque c'est un moyeu roll-off à 14 vitesses, où en fait la chaîne fait toujours le même parcours, hein, elle parcourt le plateau du pédalier et la roue libre à l'arrière, mais tout le système de boîte de vitesse, des 14 vitesses dont je vous parle, c'est intégré dans un moyeu, il n'y a rien qui est à l'air, donc il y a moins d'usure de chaîne, il n'y a pas de dérailleur arrière, il n'y a pas de tendeur de chaîne, il n'y a pas... Voilà, il y a très peu de pièces d'usure. Donc voilà, bon, faut savoir que... On le sait très bien, hein, le VAE qui était au début un truc de ville pour monsieur et madame tout le monde, maintenant on voit de plus en plus de vélos de course, de vélos de route, de VTT à assistance électrique, d'ailleurs de plus en plus intégrés, hein, les batteries sont dans les cadres et tout ça. On voit ça beaucoup sur les vélos cargo maintenant, les vélos donc, qui peuvent emmener la charge. Et ben maintenant, on s'attaque aux vélos, on va dire longue distance, aux gens qui font du vélo camping, en embarquant des batteries toujours de plus en plus grosses. Le VTT, comme on dit. Et le VTT, oui, je l'ai dit aussi. Donc, c'est un ovni, hein, mais c'est intéressant de voir que ça va dans ce c'est impayable. Enfin, faut être honnête. Enfin, ceci dit, quand je dis c'est impayable, il y a des gens qui dépensent des sommes folles pour leur vélo. Hein. C'est pas rare. C'est une passion aussi quelque part. Hein. Donc, on imagine qu'il y a une clientèle pour ça, mais elle est rare. On va dire ça. Je sais pas si Sébastien avait une remarque pertinente ou non à formuler. Non, je trouve ça assez gros en fait. Quand tu vois c'est massif, hein. C'est mastoc. Donc, quand tu dois le transporter, si tu pars pas de chez toi, mais il faut pour le mettre sur le porte-vélo. Oui. Autre remarque, c'est qu'ils te disent que tu peux monter l'Everest avec le vélo, pourvu qu'il y ait une route asphaltée, mais il n'y a pas de route asphaltée pour gravir l'Everest. Donc voilà, on sent qu'il y a de la communication bien rodée derrière, et je trouve que ça. Enfin, ceci étant dit, est-ce qu'on en aurait parlé s'il n'y avait pas eu cette communication-là ? Ça, c'est une autre question aussi. Petite parenthèse, puisqu'on parle de vélo à assistance électrique, je pense que c'est sans publicité aucune, Decathlon a fait une annonce cette semaine concernant un nouveau modèle de vélo à assistance électrique. Pas le prix, de toute façon c'est pas de la pub, hein, je viens de le dire, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler parce que le concept est intéressant et semble en tout cas sur papier plus accessible que ce genre de modèle-ci, donc on aura certainement l'occasion d'en parler. Et puis si vous avez vu cette news comme je l'ai vu, n'hésitez pas à partager aussi ça dans les commentaires. Sébastien, pour terminer. C'est avec des piles AAA que tu dois mettre dedans ? C'est ça. C'est pour ça que c'est moins cher. Donc c'est des piles boutons, ces petits piles boutons. Il en faut 2412, mais elles rentrent dans le châssis. C'est ça rentre dans le châssis. C'est vraiment parfait les piles boutons. Et si t'en mets une à l'envers, t'es mal. Oui. Qu'est-ce que j'allais dire ? On est à la lettre D comme drone. C'est Sébastien qui nous parlait de drone et de taser en même temps. Taser, la marque qui fabrique le fameux taser, qui est l'arme non létale qui permet d'immobiliser des gens à coup de décharge électrique. Sébastien, c'est un peu ça l'idée, mais la version drone, quoi. C'est ça, et c'est donc pas une histoire très drôle. Non.
Voilà. Celle-là, ça c'est fait, on peut la caser. Tu vas arrêter de faire ton taser. Bon, allez. Donc, déjà, je connaissais pas la marque derrière le taser, parce que tout le monde connaît taser. Personne, je pense qu'aucun de nos auditeurs, s'il y a un auditeur qui s'est pris un coup de taser, dites-le, je suis intéressé, parce que j'ai jamais essayé, je préfère ne pas. Mais c'est Axon derrière, la boîte derrière le taser. Donc, le produit est beaucoup plus connu que la société. Ouais. Et donc, la société a dévoilé des plans, et donc, le concept, donc, c'est juste des mock-ups de ce qu'ils ont envie de faire comme drone, mais le truc est assez abouti. En fait, c'est un drone assez classique avec 4 hélices, protégé par toute une armature, et qui a la tête je sais pas trop dire, un vaisseau spatial peut-être, en fait, parce que le corps est assez allongé, tu vois. Ça fait un peu penser à l'Enterprise dans Star Trek, mais... Oui, je n'osais pas le dire, parce qu'il y a des puristes, certainement, mais... Qui vont nous dire, ouais, mais il n'y a pas d'hélice à l'Enterprise. On est bien d'accord, d'ailleurs, il n'y a pas d'air dans l'espace, donc les hélices ne serviront à rien. Hein, voilà, poussons le premier degré au maximum. mais voilà, il a une forme un peu différente du drone habituel, on va dire, c'est ça. Et vu la couleur, moi j'aurais plutôt dit que c'était pas Axon, mais Karcher qui l'avait fait, parce qu'il est totalement jaune et noir, ce qui ressemblait parfaitement à un produit Karcher. Ouais. Mais le Karcher, ça a plutôt tendance à nettoyer ton allée de jardin. Ouais. Ici, le but du drone, c'est quand même de t'en foutre une grosse dans la tronche, une patate, et voilà. Alors, pourquoi ils sortent ça maintenant? Ils profitent, si je peux, j'ai mis 4 guillemets là-dessus, sur les récents événements en Tuerie aux États-Unis. Enfin, ils auraient pu sortir beaucoup plus tôt, parce qu'il y en a quand même assez régulièrement, très malheureusement. Et donc, ici, sur ce malheureux événement, ils se disent, bon, peut-être qu'en fait, dans les écoles, on pourrait mettre ce genre de truc avec une IA, et dès qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas, le drone, il décolle, il lui fout un coup de taser, et puis c'est bon, c'est réglé, il n'y a plus de problème. Donc, la manière de régler la violence, c'est un petit peu avec de la violence, mais automatisée. Donc, c'est une façon de proposer une solution qui correspond assez bien je pense au paradigme américain sur le principe. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y a trop de portes dans les écoles, c'est surtout ça qui est un problème. Il y a eu pas mal de blagues là-dessus. Ouais. Donc, il faut enlever les portes, surtout. Voilà, donc et tout le monde n'est pas d'accord, même au sein d'Axon. Hein, le comité éthique n'est pas super d'accord, mais en même temps, toute la R&D est super enthousiaste. Et c'est vrai que c'est assez amusant, hein, c'est assez futuristique, mais pour celui qui se prend un coup de taser dans les dents, ce sera peut-être un petit peu moins amusant. Et donc, c'est le début. Et je pense qu'effectivement on aura d'autres projets similaires, parce que voilà, on ne peut pas être partout tout le temps, donc ça pose une question de société aussi. Maintenant, ce qui est une autonomie, et ce qu'on est un drone qui soit armé, parce que quoi qu'on en soit, quand même, c'est une arme, même si elle est non létale, c'est une arme. C'est un débat de société intéressant. Sur la manière dont ça peut être utilisé. Et puis surtout, il y a une autre problématique qui n'est pas directement prise en compte dans l'article qu'on va citer, mais c'est la question de la sécurité. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu as les tasers tels qu'ils sont aujourd'hui utilisés, ils sont dans la poche ils sont accrochés aux ceintures des forces armées, police ou autre, et si ils veulent l'utiliser, ils dégainent, ils tirent un coup et puis basta. Donc, parfois il y en a un qui se le fait piquer, ça c'est un autre problème. Ici c'est quelque chose qui est électronique, ce qui sous-entend sécurité du device aussi, parce que si on arrive malheureusement à prendre le contrôle de ce genre de choses à distance, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué que si on a pris le contrôle de ton frigo connecté, tu vois. Oui, le connecté, on l'a coupé, ok, tant pis, j'ai perdu mes yaourts, mais c'est très dommageable. Mais un taser qui est autonome, voilà quoi. On est bien d'accord que ce fameux drone, tel que c'est expliqué, il n'est pas autonome, il est piloté par, on imagine, un officier, enfin quelqu'un des forces de l'ordre. Ils espèrent une version autonome. Ah oui, quand même. Ça, leur but en long terme, c'est effectivement une version autonome.
C'est un autre débat, évidemment, hein, parce que si, évidemment, c'est piloté, finalement, c'est un prolongement d'une arme habituelle, en plus de ça, une arme dite non létale. Alors après, je pense que quelqu'un qui a des problèmes de cœur doit être quand même fortement secoué, vu ce que peuvent envoyer ces outils. Bon, à partir du moment où c'est autonome, comment le bidule va reconnaître le bon le gentil du méchant? Il faudrait quand même pas non plus qu'il y ait des dérives de ce côté-là, quoi. C'est ça, mais même avant qu'il soit utilisé de manière autonome, l'EFF, donc l'Electronic Frontier Foundation, qui est une ONG assez connue dans le monde tech, hein, qui défend les libertés numériques, donc c'est vraiment une ONG très tech. Ils déclarent, et ils ont, je pense, assez raison, 2 phrases. Une, c'est une idée dangereuse pour de nombreuses raisons. D'abord parce que les drones armés s'infiltreront peu à peu dans la mission quotidienne des services de police, donc c'est vrai que ça pose un problème. Et le deuxième, c'est, nous ne pouvons pas le dire au plus clairement, si la police met la main sur des drones taser, ils ne resteront pas stockés dans un entrepôt en attendant la prochaine tuerie, nous les verrons voler au-dessus de manifestants et dans les rues commerçantes. Et c'est vrai que du coup, rien ne dit qu'on ne fait pas des tasers juste pour les mettre dans les écoles, d'autres usages en sortiront, de contrôle de population, et là, c'est dangereux. Et vu les législations de ce pays, est-ce que tout le monde ne pourra pas se procurer son propre drone taser et on aurait, voilà, la dérive, elle est peut-être là aussi. Pour conclure, juste pour qu'on se fasse une petite idée, depuis le mois de janvier, on est toujours qu'au mois de juin, on compte 251 tueries de masse aux États-Unis. Donc c'est pas mal. Il y a du travail. Mais je pense, et c'est ma conclusion là-dessus, que honnêtement, contre ce genre de choses, d'abord il y a une question d'éducation, d'armes, etc. On va pas faire le débat ici, mais je préfère 100 fois plus avoir des hommes sur le terrain que un homme à distance qui contrôle son drone pour pouvoir... La sécurité passe par des humains. Oui, donc d'une certaine manière, il faut des humains. Mais il y a débat, effectivement. Enfin, ça peut se discuter aussi, on peut le comprendre. Et donc ça, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Alors, les commentaires, évidemment, ça ne facilite pas le débat, hein, ou en tout cas pas de grand débat. Ce qui me permet de simplement signaler qu'à partir de la saison prochaine, on vous permettra d'avoir des débats avec nous, de discuter quasiment en face à face, puisqu'on vous proposera, je vais y arriver, je suis en apnée, tous les mois, un live. On ne sait pas encore le jour, ni l'heure. On sait juste qu'on va le faire, mais ce sera en plus évidemment de nos épisodes habituels, et donc c'est déjà un petit coin du voile que je dévoile avant la saison prochaine. On aura l'occasion donc de s'en reparler de ça, mais en tout cas l'idée c'est effectivement d'avoir de l'interactivité avec nos auditeurs. Pour conclure, Sébastien, et puis après on passe. Oui, et donc le live ce sera tous chez Marc, on vous donnera l'adresse en fin de numéro. Ou chez Xavier. Quoique celui qui a le plus grand jardin dans l'équipe, c'est qui. Voilà, si vous avez des tondeuses, ou des moutons, on se comprend. F, la lettre F comme FDSOI. C'est peut-être pas comme ça qu'on le dit d'ailleurs, mais le FD soi. C'est pas comme ça non plus, Aurélien. Mais si le FD soi, on passe au G. Par exemple, oui. Ou au J. La France conçoit des technos autour de la 5G, parce que ça se développe la 5G, et donc c'est bien d'en parler aussi, ça, Aurélien. Oui, je fais mon petit cocorico quand il y a des technos qui ont été développés mais il faut être fier. France et qui... Donc le FDSOI, qu'est-ce que c'est? C'est le Fully Depleted Silicon Insulator. Donc c'est une manière, en fait, d'un procédé, une manière de fabriquer des composants électroniques. Laissez-moi parler. Mais oui, mais vas-y. De fabriquer des composants électroniques. Et donc, cette nouvelle manière a été mise en place par une spin-off, donc une entreprise Soitec, S-O-I-T-E-C, qui est une spin-off du CEA Leti à Grenoble. Et donc, la news de la semaine, c'est que un très grand fabricant de processeurs pour smartphones, en l'occurrence Mediatek, on connaît bien Qualcomm et Mediatek qui est le numéro 1, qui est un groupe taïwanais, a signé et a dévoilé sa nouvelle puce pour mobile, la Dimensity 1050, qui est fabriquée avec cette technologie française, la technologie Soitec. Donc cette technologie, elle équipe une partie
des composants qui servent à recevoir le signal 5G. Dans votre téléphone, vous avez le chip principal et autour, vous avez des composants qui permettent d'émettre et de recevoir la 5G, et donc notamment une antenne, quelques composants entre l'antenne et le micro, et donc c'est ces composants-là qui sont faits à partir de la technologie FD-SOI. Alors, ce sont des fines couches de silicium qui sont entrelardées, je vais utiliser une métaphore culinaire, d'un isolant. Et donc, ça permet de diminuer les pertes à l'intérieur des composants et donc de prolonger votre autonomie de ces composants-là. Donc, il y a une techno, on va dire concurrente, on en avait déjà parlé, qui est d'implanter des transistors non plus couchés mais debout, la FinFET, c'est une technologie FinFET qui, elle, est plus, d'après l'article, est plus destinée à avoir plus de puissance de calcul. FD-SOI, c'est plus pour les économies d'énergie. Et donc ces composants, avec cette technologie française, ils équipent déjà le Pixel 6, le Galaxy S22, donc des téléphones, on va dire, qui sont déjà compatibles 5G. Mais ça devrait se généraliser. Alors Qualcomm n'a pas encore opté pour cette technologie, mais voilà, en tous les cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a des labos français, des labos de recherche, le CEA Laitier en est un, qui met au point des technologies et on arrive à développer des spin-offs à côté qui industrialisent et rendent possible le développement grande échelle de cette technologie. Et quand il y a des grands groupes taïwanais qui signent, c'est autant de substrats et de licences et d'argent qui rentrent en France. Ouais. Donc je trouve ça intéressant, là où on dit qu'il faut réinjecter cet argent de la recherche et avoir un cercle vertueux quelque part pour progresser. C'est bien cette histoire on va dire de lasagne de semi-conducteurs du coup, puisque c'est des couches superposées. C'est un peu ça l'idée, quoi. Voilà. Ok, je sais pas si Seb avait un commentaire à formuler ou pas. Ouais, j'ai l'impression qu'on reprend un peu du poil de la bête en Europe, parce qu'il y avait un autre point, mais on n'a pas sélectionné l'article. Pour lequel je pense que c'était pour la gravure et pour la finesse de gravure, il y a des technos européennes et spécifiquement hollandaises là-dessus, où c'est des boîtes qui ont un peu le monopole mondial. Donc je suis content d'entendre des trucs, que ce soit la France, la Belgique, la Hollande, etc. C'est l'Europe, donc je trouve ça assez positif. Mais je pense qu'avec tout ce qui se passe dans le monde aussi, on a plus tendance à mettre en avant les résultats de recherche dans la presse, même dans la presse spécialisée, même des fois dans la presse grand public, qu'on ne le faisait auparavant. C'est ce genre d'informations qu'on boudait un petit peu et qu'on remet peut-être plus en avant, ce qui donne une impression de dynamique plus importante. Par ailleurs, elle est peut-être bien existante, je dis pas le contraire, mais c'est aussi la manière dont on en parle qui change la donne et qui change notre perception aussi, peut-être. Oui, c'est ça. Si on peut avoir une fierté européenne, c'est bien. C'est pas plus mal, en effet. On est à la lettre J et on va parler de Japon. Pour le coup, on sort de l'Europe. Seb, Japon qui fait des essais de turbines sous-marines. De quoi s'agit-il ? Oui, alors c'est une grosse turbine qui, quand j'ai vu l'article, est assez intéressante sur la manière dont l'angle est pris, parce que ça a l'air d'être un gros tube avec 2 boules. Donc les Japonais ont vraiment beaucoup d'humour. C'est une vision du truc. Oui. Quand on leur voit de haut, ça a quand même l'air d'être plutôt 3 tubes, mais néanmoins, ça a quand même l'air d'être plutôt un gros tube avec 2 boules. Oui. Vous m'enlèverez pas cette image de la tête, les Japonais. Jaune et bleu, les couleurs. Jaune et bleu, beaucoup d'humour. Et alors, ce gros tube est prévu pour balancer au fond de l'eau. Au fond de l'eau, alors pas très très loin au fond de l'eau, 30 à 50 mètres. Pas pour faire plaisir aux poissons, pour les amuser, mais pour profiter des courants marins. Donc les Japonais se plaignent de ne pas avoir beaucoup de vent. Bon, par contre, ils ont beaucoup d'autres problèmes, parce que c'est eux qui se prennent souvent de la flotte dans les dents. Et effectivement, ils disent, nous, ce qu'on n'a pas, comme les Européens, c'est nous, on a du courant. Eux, ils ont le vent, nous, on a du courant. Et donc, on va effectivement profiter de ce courant marin profond
pour essayer de générer de l'énergie. C'est pas couillon, hein, l'hydro, on en fait quand même beaucoup dans certains pays européens aussi depuis longtemps. Je comprends pas pourquoi le Japon n'en a jamais fait. Jusqu'ici, ils étaient quand même très très nucléaires. Maintenant, ils se disent, bon, le nucléaire, c'est bien, mais on va quand même essayer de diversifier, parce que finalement, rien de tel. Et donc, ils estiment quand même pouvoir profiter grâce à ces courants. Hein. Alors, je sais plus comment s'appelle le courant chez eux, mais c'est un nom assez connu, je vais le retrouver. Ils estiment pouvoir produire jusqu'à 60% de l'électricité nécessaire au Japon, rien qu'avec cette techno, c'est-à-dire en gros 200 gigawatts, c'est pas mal. Juste avec cette techno, et ils disent l'avantage de cette techno, c'est du courant marin, et ça s'arrête jamais. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas de courant, et il y a toujours du courant. Donc là, on a une techno qui est bonne et facile, quoi. Donc, ouais. Ceci étant dit, je ne pense pas que ce soit qu'avec une seule machine qu'il soit capable. Non, il en faudra beaucoup. Il en faudra un paquet, bien sûr. Et donc de gros moyens pour arriver à un résultat. Et ça va coûter. On est d'accord. Le truc pèse 330 tonnes. Voilà, c'est ça. Et il en faut. On sait pas combien il en faut. Je sais pas combien il en faut, mais il en faut un paquet. Et donc, certainement, oui. Ça risque de coûter bonbon, et vas-y pour faire la maintenance sur tes tuyaux et tes boules. C'est c'est ça aussi. Donc, c'est des technologies, enfin il faut toujours un tout petit peu se méfier, parce que des technologies comme ça, on en sort. Il y avait une vieille technologie, moi j'ai appris ça à l'école il y a longtemps, donc ça datait pas, on parlait pas de réchauffement climatique et d'énergie renouvelable, c'était la marée motrice. C'était juste servir des marées pour régulièrement, toutes les 6 heures, alimenter des turbines, etc. On n'a toujours pas construit des milliers de centrales marées motrices le long des océans qui ont C'est une question de coût. Mais voilà, c'est ça. Si l'électricité coûte cher, tu peux permettre des projets. Et de rentabilité, etc. Voilà. Ouais. Alors, le nom du courant, c'était le Kuroshio. C'est un courant à eux, quoi. C'est ça, oui. C'est leur courant. Paris-Brest. Aurélien, un petit avis là, sur le principe. Ça me fait penser à une techno. Alors, je pense que c'est sur des plages françaises où il y a eu des expérimentations comme ça de... Alors, c'est pas des turbines, c'est des genres de lames, comme la queue d'un poisson horizontale. En fonction du mouvement de l'eau, qui suit le mouvement de l'eau. En fonction, et on récupère de l'énergie comme ça. Je retrouve pas là de tête le nom d'expérimentation, mais je sais que c'est... bon, je sais pas si on tire des mégawatts avec ça, mais je sais qu'il y a des expérimentations qui ont été faites, Ouais, là aussi, il en faudrait beaucoup pour remplacer les centrales nucléaires. Hein. Il faut être très clair là-dessus. Mais ceci dit, pour faire de la production très locale ou autre, pourquoi pas. Hein. C'est finalement tout est bon à prendre. Après, c'est une question de calcul de rentabilité, de rentabilité. C'est pour conclure. Ouais, l'énorme avantage quand même du système ici, s'il fonctionne, ça fait 10 ans que les mecs ils sont en recherche dessus. S'il fonctionne, c'est que ça t'emmerde pas. C'est pas visible. Oui. Ça probablement que ça emmerde personne. Question de construire. Les poissons en général, ils aiment assez bien les genres de gros récifs pour se protéger. Ouais, mais faut voir si ça fait des vibrations, du bruit, tu sais, ces petites bêtes-là, elles n'ont pas l'habitude. Ouais, peut-être un tout petit peu, mais un truc que tu balances à 50 mètres de profondeur, ça n'empêche pas non plus un bateau de passer. Ça n'embête personne, et il y a juste un câble qui sort de l'océan. Donc, je trouve que par rapport aux éoliennes, aux panneaux solaires, à tous les trucs, voilà, après, il faut voir le coût et effectivement il faut voir les incidences sur la nature. On a fait tellement de choses en ne pensant pas à la nature, c'est pas le moment de commencer à déconner et à faire des trucs. Ouais, alors on l'aurait fait vert, tu vois, pas bleu et jaune. Oui, c'est déjà, mais ça c'est pour le retrouver facilement, à mon avis. Si on le perd, hein, c'est des couleurs qu'il n'y a pas dans l'eau, donc quoique le bleu. Bon, assez déliré, mais voilà, c'est une idée et ça vaut la peine d'être creusé. Elle comme Linux, c'est de nouveau Sébastien qui va causer pour parler de Linux. Faire tourner Linux sur un iPad, c'est possible, hein, ou en tout cas c'est bientôt possible. Moi j'ai vu passer cette news et je trouvais ça plutôt pas mal. Ça permet tu nous le diras, mais de recycler ces vieux iPads peut-être, pourquoi pas. Ouais, permettra. On va parler au futur. Ouais. Néanmoins, effectivement, ça c'est le principe d'Apple. Après un certain moment, ton iPad, il est trop vieux, ton update, tu t'assieds dessus, et du coup, tu as toute une série de devices qui, avec les années, se retrouvent à ne plus pouvoir installer les nouvelles applications, etc.
Mon rôle étant toujours d'équilibrer, bien souvent, c'est plusieurs années plus tard, là où d'autres appareils sont déjà cassés, morts, parce que pour d'autres raisons. Hein. Mais voilà. Oui, mais en général, d'autres matos, ils sont plus ouverts, c'est-à-dire que tu peux plus facilement y taper un Linux dessus. Oui. La plupart des tablettes Android ont par défaut, parce qu'Android est basé sur un noyau Linux un peu modifié, mais tu sais assez facilement t'en sortir, pour autant qu'il y en ait suffisamment. C'est le problème des autres, c'est qu'en général, ils ont beaucoup de modèles différents, et du coup, t'as pas une communauté qui se dit, merde, j'en ai 3 là, qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, je peux remettre, je retire de mon côté. On va se battre. Je sais où t'habites. Et donc, ici, effectivement, donc c'est les iPad Air et iPad Air 2 qui étaient quand même le top de leurs iPads, qui coûtaient un avion de chasse. Et donc un dev s'est mis sur le coup en disant je vais installer l'iPad Linux sur ces vieux iPads parce que je ne dispose plus de version à jour de software et que certainement avec un petit Linux bien optimisé, on doit pouvoir faire encore des trucs. Parce que c'est clair que c'est pas une machine, c'est plus des foudres de guerre. Ces machines ont quelques années, ça date de 2013-2014, hein, on est d'accord, c'est des vieilles machines. Mais il n'y a pas de raison d'en faire des cale-portes et de les jeter, autant les recycler. C'est là qu'effectivement Apple pourrait être un petit peu plus ouvert et dire on va les ouvrir. No way, Apple préfère non. Voilà. Ici, c'est une distro qui est basée sur du Alpine et ça s'appellerait Post-Market OS, sauf que vous faites pas trop d'illusions tout de suite. Le projet, il en est quand même un petit peu à ses débuts et techniquement maintenant, le noyau est capable de démarrer. C'est-à-dire qu'en fait, on a juste droit à un écran noir qui détecte une série de hardware et puis on s'arrête. Donc on a du texte console. Hein, et puis à un moment, il dit voilà, c'est tout ce que j'ai pu faire. Pour le reste, on attendra plus tard. Ce qui est déjà un exploit en tant que tel. Hein, c'est la plus grosse partie, la plus compliquée. Si on va dans le support du hardware Apple au niveau du noyau Linux, le support du M1, donc il y a un processeur qui est pas si longtemps RM de chez Apple, est quasi complètement supporté et on est proche de pouvoir faire tourner des trucs de manière assez correcte sur les MacBook à processeur ARM. C'est quoi l'étape suivante? C'est créer une interface, c'est créer un environnement Non, parce que l'interface, à partir du moment où tu supportes tout le hardware, elle viendra de facto. Parce que c'est des... ça, c'est maîtrisé, quoi. Ouais. Oui, ça, c'est pas un problème. La suite, maintenant, c'est réellement de supporter tout le hardware. Mais il manque encore l'USB, le Bluetooth. Et puis, comme tu disais, au niveau des interfaces, il manque le support du chipset graphique. À partir du moment où il est là, s'il est intégré dans le kernel ou un driver supplémentaire, c'est bon, la machine, elle boot. Quelques devices aussi, quelques interfaces externes, genre les oreillettes et les trucs. À partir du moment où c'est du Bluetooth, à partir du moment où il est supporté, tu fais ce que tu veux. C'est pareil pour l'USB, à partir du moment où il est supporté, tu fais ce que tu veux dessus. Donc c'est vraiment juste réussir à supporter les chips, le A7 et le A8 ici en l'occurrence. Bon voilà, je pense que ça reste encore du bon matos, j'en avais eu un à l'époque. Il y a moyen d'encore en faire quelques trucs, et éventuellement même le recycler pour faire de la domotique. Si on sait faire tourner un Linux pépère dessus, il y a moyen d'en faire des trucs assez sympas. Oui, parce que là, l'obsolescence tant décriée par rapport aux appareils, quelle que soit la marque d'ailleurs, elle est plus côté software qui évolue plus vite que le hardware. Enfin, le hardware, forcément, il est pas évolutif, et qu'à un moment donné, on fait plus les mises à jour, etc. Alors que le hardware, c'est du bon matos, comme tu disais, c'est du solide, c'est robuste. Si on n'a pas roulé dessus avec un tank, normalement ça doit encore fonctionner, et ça fait souvent mal au cœur de voir s'en passer en se disant mais c'est bête. En plus le problème qu'il peut y avoir, c'est une usure prématurée de la batterie. Ça c'est voilà, mais ça se remplace une batterie même sur l'iPad, bof, mais chiant. Mais néanmoins, on a des iPads pour lesquels la batterie est complètement morte. On en a eu beaucoup en business. C'était des iPad 2 et iPad 3, donc je vous dis pas, il y a un certain temps. Les batteries sont mortes, c'est pas grave, on le laisse brancher et il fonctionne bien.
Oui, bien sûr, vous pouvez le garder sur le secteur à la maison pour s'en servir. Voilà. Bon, affaire à suivre, comme on dit, ce serait une bonne idée, parce que c'est vrai que jeter pour jeter, c'est un peu idiot, et c'est le meilleur recyclage qui soit, c'est la réutilisation dans un autre contexte, évidemment. Ouais. Pour revenir sur un point au tout début, sur tout le monde Android, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de constructeurs qui ont abandonné leur matos, mais il y a eu tout un temps les cyanogènes, et il y a d'autres projets qui supportent. Mais alors, un nombre incroyable de devices, ce qui est plus compliqué sur le monde Apple. Oui. Aurélien, peut-être une opinion, un avis sur la question ou pas? Non, ok, d'accord, il passe. Passons, suivant. Et Aurélien, tu vas nous parler d'oreilles. Haut comme oreille, Aurélien. Première impression en 3D d'une oreille. Et pas n'importe quelle oreille. Exactement. Je vais parler donc d'ingénierie tissulaire et notamment alors je parlais d'un produit, Aurinovo, A-U-R-I-N-O-V-O, qui a été développé... Non, c'est pas ça? Est-ce que tu mets toutes les lettres? Non, c'est pas grave. Mais non. On va l'éteindre, il va... Donc, développé par la firme américaine 3D Biotherapeutics. Alors en fait, c'est intéressant puisque en France, il faut savoir qu'il y a un enfant sur 8000 qui naît avec... Alors attendez, il faut que je regarde mes notes. Un hémicrotie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un hémicrotie? C'est une anomalie congénitale de l'oreille externe caractérisée par une hypoplasie du pavillon. Grosso modo, ils naissent avec... Enfin, le pavillon de l'oreille d'un côté ne se développe pas. D'accord. Et du coup, déjà, ça pose un problème. C'est pas très élégant. Voilà. Ouais. Et puis, bon, peut-être. Donc là, l'idée du projet, et c'est assez neuf, c'est de prélever chez le patient 0,5 g de cellules cartilagineuses de son oreille saine, de mettre ces cellules en culture, donc pour qu'elles se développement, de scanner l'oreille qui est bonne. Et grâce à une imprimante 3D qui a été développée spécialement pour ça, et à une bio-encre qu'ils ont développée dans laquelle ils mettent les cellules qui sortent de culture, de réimprimer une oreille avec le pavillon, le pavillon et le cartilage du patient tel qu'il est. Donc c'est un peu une première. Là, ils expérimentent sur 11 patients de 6 à 25 ans, et c'est une femme de 20 ans qui a été la première greffée. Et pour l'instant, ça donne des très bons résultats. Donc l'imprimante, c'est pas l'imprimante de Monsieur Tout-le-Monde, hein. Elle peut imprimer, il y a un support particulier, si ça vous intéresse, allez lire, hein. Il y a un support qui permet d'imprimer une matière qui est finalement souple. Elle imprime jusqu'à 10 millions de cellules par minute, et l'objectif de cette techno, c'est de pousser l'expérimentation jusqu'à pouvoir remodéliser des choses comme le nez, les disques intervertébraux ou la coiffe des rotateurs. Donc on est sur une technologie de reconstruction, je cherche le mot, reconstruction après par exemple un accident, une malformation, et je trouve que là, dans ce cadre-là, l'impression 3D est quand même une très très bonne, peut être une très bonne solution pour reconstruire des tissus à partir de cellules qu'on prélève du patient. Donc c'est votre peau, c'est votre... Oui, c'est ça. Et donc, il y a moins de rejets, il y a des choses ainsi. On met tous les liens, je le répète à chaque fois, mais c'est important quand même ici, parce que là, si vous avez envie d'aller plus loin, il y a de quoi faire, il y a 2 liens intéressants, et derrière ces liens, il y a aussi d'autres liens qui vont vous conduire, par exemple, cette Micro-T ou Micro-Sti, je ne sais pas comment on le dit. C'est vraiment très très moche, hein. Ça fait des oreilles toutes moches, et ça, on comprend que on a envie quand même de corriger ça par des moyens tels que ceux que tu viens d'expliquer, parce que c'est vraiment très, ça doit pas être sympa, et donc parce que c'est même fonctionnel, hein, donc du coup, il n'y a pas de pavillon, etc. On entend forcément moins bien, quoi. Ok. Et donc, je disais, les liens sont là, n'hésitez pas à aller investiguer vous-même si le sujet vous intéresse. Je trouve ça, moi, pour ma part, je trouve ça passionnant, hein. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. T'en penses quelque chose? Oui, alors je me demande juste
pour une techno aussi avancée, parce que techniquement, ils savent apparemment imprimer des tissus humains, pourquoi c'était le premier projet? Comment dans la tête des gars ils se sont dit ça c'est la priorité, ou c'était juste en se disant celui-là on court aucun risque, ou ils avaient quelqu'un dans leur famille qui avait, c'est possible, soit un des chercheurs, soit quelqu'un dans leur famille, et donc déjà, ça me fascine un peu. Parce que c'est un organe qui n'est pas vascularisé déjà, donc ça limite quand même plein de soucis, je pense. Peut-être, hein. Enfin moi je suis pas médecin, mais... Non, mais c'est de la peau pour des grands brûlés, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs, donc celui-là, c'est pas une critique, ça me fascine sur comment les mecs en sont arrivés en se disant, on a un truc pour imprimer des morceaux d'humain, qu'est-ce qu'on va faire? Bah une oreille. Oui. Je vais faire une oreille ce matin, bah vous faites l'oreille. J'en ai vu ce matin au magasin des oreilles de cochon pour mon chien, tu vas faire une oreille. C'est ça, tu vois. Oui, peut-être, mais je sais pas, franchement, oui, c'est une bonne question. On n'aura pas la réponse. C'est les rares peaux qui est pas... pour moi, c'est la plus facile, non? Peut-être, c'est peut-être c'est là, comme tu disais, où il y a peut-être le moins de risques dans un premier temps. Enfin, je sais pas. On ira tous lire l'article que nous propose Aurélien, parce qu'il y a certainement des choses à découvrir là-dedans, pour la bonne compréhension de ce sujet, bien entendu. On est à la lettre P. P comme pi. Google calcule pi. Voilà, Sébastien, mais calcule pi assez loin, quoi. Enfin, il fait pas juste 3, 14, non, ça va plus loin que ça. Moi, j'ai demandé, mais pourquoi il s'est dit, on va calculer pi, et pas faire imprimer une oreille. Par exemple, oui. Sébastien. Oui, parce que pour les mathématiciens, c'est un truc pour lequel il y a pas, c'est zéro limite. Oui. Tu vois, pi, c'est à celui qui a la plus grosse. Et oui, ici c'est Google qui a sorti la plus grosse, ils ont battu de plus du double, je pense, le précédent record, et ils ont quand même fait un pi. Alors, je pense que ça va être difficile en école, mais vous allez voir, il y a 100 trillions de décimales. Donc le mec, quand tu dis, bon, alors maintenant, tu vas me calculer le truc, le périmètre de Pierre, ça fait combien de chiffres trillions de décimales. Ça fait combien de chiffres après la virgule? 100 trillions. 100 trillions. 100 trillions. Celle-là, elle était facile. Donc, ça fait quand même un truc, 225 gigas, je pense qu'ils ont besoin. Ah oui, pour stocker pour stocker. Ah bah oui. Ça fait autant de caractères. Ils ont fait tourner une machine pendant pas moins de 153 jours, 23 heures, 31 minutes et 7 secondes. Et c'est important. 7,651 secondes. Voilà. Et tout ça en utilisant une petite machine avec 128 cœurs virtuels et 864 gigas de RAM. 864 gigas de RAM, c'est même pas exceptionnel. 128 cœurs. Bon, ça va, c'est une grosse machine, mais c'est pas non plus pour Google un truc gigantesque. Voilà. On n'est pas encore au seuil du supercalculateur. Hein, non, c'est une belle machine, mais c'est pas non plus inaccessible. Une société qui a un peu d'argent peut s'offrir ce genre de machine. Et ils ont eu besoin de 660 terabytes de stockage pour le truc. Donc, alors Total.io, c'est marrant, hein, parce que apparemment pour le calcul de pi, il écrit et il sauve beaucoup de trucs. Donc en 43 pétabytes de lecture et 38 pétabytes de lecture, ce qui a certainement posé beaucoup de problèmes de disques qui ont lâché. Et tout ça, effectivement, c'était ça tout le challenge, hein, et tout ça apparemment avait été automatisé et scripté pour pouvoir faire les backups, les restores, les machins et sauver avec tout ce qu'il fallait. Si vous voulez plus d'infos et que vous êtes intéressé par ça, je vous enjoins à aller lire les liens et tout l'article qui est vraiment hyper détaillé, ce qui n'est pas souvent le cas, mais il est hyper détaillé sur le blog de Google. C'est amusant, ça sert pas à grand chose parce qu'avec 100 trillions de décimales, ça sert plus à grand chose. J'imagine les mecs au labo étaient Marcel, tu me le zip, je vais le montrer à ma femme ce soir. Ça s'imprimait avant. Oui, c'est ça. Oui, en plus. C'est exponentiel, hein, le nombre, donc le nombre de décimales de pi. Pendant des milliers d'années, on en est resté qu'à quelques dizaines de décimales, puis quelques centaines, puis quelques machins. Et puis en un coup, effectivement, depuis les années 50, et puis voilà. Et puis voilà. Et puis en même temps.
Et ici, on doit le résultat surtout grâce à un programme qui apparemment a révolutionné le calcul de pi. C'est le Y-Cruncher de Alexander Yee. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Bah, mais apparemment, il est très utile. Oui, parce que, j'ai envie de dire. Parce que, effectivement. Ok, bon, ben on a fait le tour du pi. C'est bon. On est à la lettre... je vais le faire. On est à la lettre S comme smartphone, Aurélien. On va parler du Murena One. C'est un smartphone de la eFoundation. Ce qu'il y a de bien, et ça j'apprécie particulièrement, parce que de temps en temps il faut des projets comme cela pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, c'est un smartphone sans Google. Exactement. Alors, je me suis intéressé... Un iPhone, quoi. Non, mais il y a aussi un peu, il peut y avoir du Google dans l'iPhone aussi. Ici, il n'y a pas tout ça. Donc oui, je me suis intéressé à la eFoundation parce que je ne connaissais pas Gaël Duval. Voilà, j'ai des lacunes. Hein, je connaissais pas cet homme qui donc a créé la eFoundation et le iOS. Donc c'est l'OS qui se trouve sur ce téléphone, le Murena One. Donc Murena One, pardon. Ouais. Donc, qui utilise un méta-moteur de recherche, donc il va voir sur sur pas mal de moteurs de recherche, et qui utilise pour remplacer tous les services Google, le projet MicroG. Alors, je ne connaissais pas non plus MicroG Project. Donc, c'est des gens qui se sont amusés, et ça va bien faire plaisir à Sébastien, à réécrire en open source tous les services Google. Donc ce smartphone, vous aurez dessus l'équivalent du Play Store, donc des applications qui seront dans l'App Lounge. Voilà, c'est tranquille hein, comme environnement, c'est l'App Lounge. Et le smartphone sera disponible fin juin pour la modique somme de 349 €. Je vous épargne le nombre d'appareils photo, les caractéristiques, mais ça ressemble à un smartphone, voilà. Oui, d'entrée de gamme, un peu classique. Voilà. Quoi, voilà. Mais avec ça, vous êtes garanti sur facture que normalement, personne ne vous suivra, et vos données seront chez vous, et voilà. Donc évidemment, ça fait appel à toutes les... J'ai lu un petit peu la bio de Gaël Duval. Hein, il a quelques... comment dirais-je, fait d'armes dans le monde du logiciel libre, dans le monde de distribution Linux, Mandrake et compagnie, mais je laisserai Sébastien en parler bien mieux que moi. Mais voilà, si vous cherchez des alternatives pour vous dégoogliser, ce smartphone peut être une très très bonne voie. Qu'en pense Sébastien ? Alors pour le nom, s'il ne fait pas directement sonner beaucoup de références chez tout le monde, moi c'était quelqu'un dont j'ai beaucoup entendu parler et que j'ai beaucoup suivi fin des années 90, début 2000, parce que c'était une star du logiciel libre en France. Je ne suis pas français, mais néanmoins on n'avait pas beaucoup fin des années 90 de stars de logiciel libre en Europe, et lui en était un. Parce qu'il avait effectivement créé Mandriva, qui est devenu après Mandrake, ou inversement, parce qu'effectivement il y a eu un problème de marque avec Mandrake le magicien à l'époque. Il disait Mandrake c'est nous, voilà. Et donc c'est devenu effectivement après Mandriva, je me rappelle maintenant les suites, et donc c'était la distribution Linux basée sur une Red Hat française, francophone, et on est arrivé avec des versions Linux, parce qu'aujourd'hui ça paraît évident, quand on a tous un logiciel, on peut l'avoir un Windows en français, en anglais, en tout ce qu'on veut, et la même chose sur Linux. À l'époque, Linux c'était en anglais, et lui il s'est dit ok, on va faire la première distro où on va tout traduire, et ils ont tout traduit en français, ils ont fait un truc, et donc c'était un énorme succès. Ils se sont fait racheter, et un peu de temps après s'être fait racheter, il s'est fait licencier de la propre boîte qu'il a fondée. Donc il y a eu énormément d'articles à l'époque, et il a raconté son histoire, qui était quand même du coup assez dure, mais il s'est pas démonté. Il a relancé l'autre truc, il a relancé Ulteo, qui a eu pas mal de succès aussi, qui fait des solutions pour du marché virtuel, du bureau virtuel en 2007.
tu vois, on était quand même aussi bien avant ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Donc voilà, effectivement, et pour moi, donc c'est pas un gars qui est totalement inconnu du libre, c'est un très bon gars, et qu'on salue si il nous écoute, ou parce qu'il a été tagué, ou pour une autre raison. Voilà. J'étais très content d'entendre parler de lui une fois. C'est comme on dit en Belgique. Voilà. Ceci étant dit, parce qu'on est, et quand c'est bien il faut le dire, et qu'on est sans aucune restriction par rapport à nos confrères podcasteurs, si vous voulez en apprendre plus, je vous renvoie au Monde Numérique, mondenumérique.info, où 2 épisodes lui sont consacrés, où il participe à l'épisode 27, je pense, et à un bonus également, pour justement parler de Murena. Donc mondenumérique.info, ou simplement en cherchant Gaël Duval, vous tomberez sur ces différents. Il y en a plusieurs en France. Il y en a plusieurs qui ont le même nom, donc faites attention. Le Gaël Duval, ils sont tous les deux dans la tech. Le Gaël Duval qui nous intéresse ici est né à Caen en 1973. Et donc il y a plusieurs pages Wikipédia, c'est celui-là. Enfin, celui qui parle de Murena, a priori, c'est le bon aussi. Hein. Ouais, mais cherchez Mandrake. C'est voilà. Mais ici le sujet c'était Murena One, c'est pour ça que ça doit être la bonne personne. Il y a pas beaucoup de doute là-dessus. Mais allez, jetez un petit coup d'œil. Effectivement, on a fait bien le tour de ce sujet, me semble-t-il. Hein, Aurélien, il n'y a rien à rajouter par rapport à ça. Et voilà qui conclut cet épisode 357 que vous allez pouvoir partager avec vos connaissances, ceux qui vous dites, bah voilà, on aime les mêmes choses, ils vont aimer les technos, forcément, donc je partage avec ma communauté un épisode des technos, comme vous pourrez le faire par exemple avec le bonus qui est peut-être déjà disponible ou qui le sera très prochainement, puisqu'on a encore des choses à dire et on va les dire dans un bonus, en tout cas mes 2 petits camarades vont les dire dans un bonus. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Aurélien, on se dit donc forcément à très bientôt. Et on vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et prenez soin des autres.